Chaque dimanche, mon épouse se préparait avec soin en prétendant se rendre à la messe. Le prêtre m'a téléphoné pour m'annoncer qu'elle ne s'était pas montrée depuis 4 mois. Ce soir-là, en consultant son cellulaire, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Personnellement, je n'ai franchi le seuil d'une église qu'une seule fois en 30 ans, pour des funérailles. Ma femme, elle, s'y rendait apparemment sans aucune raison religieuse. Bienvenue dans les récits de vengeance d'Eric. Laissez un commentaire et abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Je me nomme Wendell Greer, j'ai 56 ans et je travaille depuis 19 ans comme urbaniste pour la municipalité de Brantford, en Ontario. Mon rôle consiste à animer des réunions houleuses où les citoyens s'affrontent sur des questions de marge de recul ou de place de stationnement et à apaiser un peu tout le monde avant la fin de la rencontre. On me dit que je m'en tire admirablement bien. Ma femme prétendait que mon sang-froid en situation de crise venait du fait d'avoir passé 20 ans à observer des adultes s'effondrer pour des histoires de règlements municipaux. Elle avait raison. J'ai déjà vu un homme pleurer à cause d'un permis de clôture. Je ne reviendrai pas là-dessus. Avant de poursuivre, dis-moi d'où vous me regardez, ça m'intéresse vraiment. Wendell et Gloria, 24 années de mariage, 2 enfants désormais adultes et partis du nid. Une maison jumelée en briques sur l'avenue Brant, une terrasse arrière que je n'ai jamais fini de retraiter, et un jardin que Gloria cultivait chaque printemps sans jamais rien réclamer en retour. Nous avions nos petites habitudes, notre routine bien huilée, la mécanique tranquille d'un mariage de longue date. Je n'étais pas malheureux, je tiens à le préciser. Je ne passais pas mes nuits à fixer le plafond en me demandant ce qui clochait. Ma vie était paisible, banale, exactement telle qu'elle devait être, du moins le croyais-je. Environ 8 mois plus tôt, Gloria avait commencé à fréquenter les offices du dimanche matin à l'église Grace Fellowship, sur la rue Colburn. Elle disait apprécier la chaleur de cette communauté et vouloir quelque chose rien que pour elle. Je l'ai encouragée sans réserve. Je lui ai même proposé de l'accompagner un jour. Elle m'a répondu que je détesterais ça, et elle avait sans doute raison. Je lui ai offert une jolie housse en cuir pour sa Bible à son anniversaire, convaincue que l'affaire était close. Chaque dimanche, elle enfilait un chemisier, un pantalon et des souliers discrets, prenait sa Bible sous le bras, m'embrassait sur la joue et revenait 2h30 plus tard, sentant le grand air, parfois avec un café de chez Tim Hortons à la main. Elle me racontait de brefs extraits du sermon, jamais assez précis pour qu'on s'en souvienne, mais suffisamment crédibles. J'écoutais, j'approuvais, puis je retournais à mes occupations. Il y avait pourtant un détail qui sommeillait dans un recoin de mon esprit sans jamais réclamer mon attention. Certains dimanches, le café provenait du établissement de Wayne Gretzky Parkway, alors que Grace Fellowship se trouve rue Colburn, dans la direction opposée. Je l'avais remarqué de la même façon qu'on remarque une voiture garée de travers devant chez soi. Ça agace un instant, puis on l'oublie complètement en rentrant. J'aurais préféré ne jamais l'oublier. L'appel est survenu un jeudi après-midi d'octobre. J'étais à mon bureau, plongé dans l'analyse d'une demande d'aménagement, lorsque mon téléphone a sonné avec l'identifiant Grace Fellowship Community Church. J'ai supposé qu'on sollicitait un don ou qu'on annonçait un événement paroissial. J'ai failli laisser sonner. J'ai finalement décroché à la 3e sonnerie. L'homme s'est présenté comme le révérend Dale Hutchings. Il a demandé à parler à Wendell Greer, l'époux de Gloria Greer. J'ai confirmé. Il m'a expliqué que Gloria l'avait inscrit comme contact d'urgence lors de son adhésion à la congrégation et qu'il souhaitait me joindre personnellement, préoccupé de ne plus l'avoir vue depuis environ juin. Il craignait un problème de santé et m'a dit que toute la communauté s'ennuyait d'elle. Je l'ai rassuré du mieux que j'ai pu, l'ai remercié, puis j'ai raccroché.
Je suis resté immobile à mon bureau pendant environ 4 minutes. Puis j'ai composé le numéro de Ray Dammers, mon meilleur ami depuis nos 22 ans, quand nous travaillions ensemble aux parcs municipaux durant l'été. Il possède aujourd'hui une petite entreprise d'aménagement paysager à Paris, en Ontario, et a ce talent particulier de répondre au téléphone comme si votre appel était la seule chose qui comptait dans sa journée. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je lui ai dit « Ray, faut qu'on parle ». Il m'a répondu que ça tombait bien puisqu'il se trouvait justement au fond d'un fossé. « Pas grave, sors de là », lui ai-je lancé. « Attends une seconde », a-t-il ajouté, et j'ai entendu des bruits de pas et ce qui ressemblait à une botte trempée. Je lui ai résumé l'appel du pasteur. Un long silence a suivi, non pas celui de la surprise, mais celui d'un homme qui pèse ses mots parce qu'il se soucie sincèrement de vous. « Wendell ne va pas fouiller son téléphone ce soir », m'a-t-il dit. J'ai répondu que ce n'était pas mon intention. Je veux dire, une fois que t'as vu, tu peux plus faire semblant de ne pas savoir. Ray, ça fait 4 mois qu'elle me ment. Je sais, et je suis désolé, mais assure-toi d'être prêt à tout apprendre avant de regarder, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière une fois la porte ouverte. Je sais, ai-je dit. Tu veux que je passe? Pas tout de suite. Rappelle-moi après. Ce soir-là, Gloria avait préparé des pâtes. Nous avons soupé à la table de cuisine, discutant de la visite prochaine de notre fille et de l'entretien des gouttières avant les premiers gels. Elle était chaleureuse, présente, parfaitement naturelle. Je l'observais en ressentant une émotion à laquelle je ne trouve toujours pas de nom. Quelque chose de plus feutré que la colère, comme se tenir au bord d'un précipice sans garde-corps. Elle est allée prendre sa douche, emportant son cellulaire, qu'elle a déposé sur le comptoir de la salle de bain en laissant la porte entrebâillée, comme d'habitude. En passant dans le couloir quelques minutes plus tard, j'ai aperçu l'appareil, entendu l'eau couler et vu l'écran s'illuminer à l'arrivée d'un message. J'aimerais prétendre avoir hésité. Ce ne fut pas le cas. Je suis entré et j'ai saisi le téléphone. La conversation n'était identifiée que par un prénom que je tairai ici. 147 messages s'y trouvaient. Je ne les ai pas tous parcourus, ce n'était pas nécessaire. J'en ai lu assez pour reconstituer toute la trame, les dimanches, le café, Wayne Gretzky Parkway. Tout y était. 4 mois de mensonges soigneusement orchestrés, contenus dans un téléphone laissé sans verrou sur un comptoir, parce qu'elle n'avait aucune raison de croire que je vérifierais un jour. J'ai photographié 17 messages que je me suis envoyés par courriel personnel, puis j'ai remis le téléphone exactement à sa place. De retour à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je suis resté longtemps devant la fenêtre à contempler la cour arrière. Le lendemain matin, j'ai contacté Margaret Osei, avocate en droit familial à Hamilton, dont une connaissance m'avait donné les coordonnées 2 ans plus tôt lors d'un différend successoral. J'avais conservé son numéro comme on garde un contact qu'on espère ne jamais devoir utiliser. Elle a elle-même répondu au téléphone, ce que j'ai tout de suite apprécié. Je lui ai exposé la situation avec le ton méthodique que j'emploie habituellement lors des audiences d'urbanisme. Calme, ordonné, en m'appuyant d'abord sur les preuves. Je l'ai rencontré un vendredi matin dans son cabinet de King Street West. Environ 50 ans, des lunettes de lecture suspendues à une chaînette perlée, elle dégageait l'assurance tranquille de quelqu'un ayant déjà tout entendu sans jamais être surprise. Elle a étudié les captures d'écran, posé quelques questions, pris des notes, puis m'a informé que notre position était solide pour le partage des biens, compte tenu de la durée et des preuves documentées. Elle a précisé que les tribunaux ontariens considèrent sérieusement la tromperie prolongée dans le calcul du soutien conjugal, ajoutant que ma femme aurait besoin d'une excellente avocate. J'ai répondu qu'elle en trouverait certainement une. Margaret a esquissé un sourire discret sans montrer les dents.
Je suis rentré chez moi cet après-midi-là et j'ai repris ma vie comme si de rien n'était. J'ai terminé de retraiter la moitié de la terrasse. J'ai demandé à Gloria si elle avait envie de thaï pour souper. Elle a dit oui. J'ai commandé au restaurant de King George Road et nous avons mangé devant la télévision avant de nous coucher à l'heure habituelle. 3 semaines plus tard, Margaret a déposé la requête. Un mardi matin, Gloria se tenait dans la cuisine, les documents à la main, le visage exprimant quelque chose que je ne lui avais jamais vu. « Wendell » a-t-elle dit. « Oui » ai-je répondu. « Qu'est-ce que c'est que ça? » « C'est exactement ce que ça semble être. »« Tu aurais pu m'en parler? »« J'aurais pu. Je t'ai parlé pendant 24 ans. » J'ai ajouté que la conversation qu'il aurait fallu avoir était précisément celle à laquelle je n'avais jamais été convié. « Par qui te l'a dit? » a-t-elle demandé. Le pasteur a téléphoné. Il ne t'avait pas vu depuis juin et s'inquiétait pour ta santé. Elle s'est assise, silencieuse, pendant un long moment. Gloria, je ne suis pas fâché contre toi, sache-le. J'en ai simplement fini. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Je sais que tu ne souhaitais pas que ça fasse aussi mal, mais ça a fait mal. Et il faut que tu comprennes que certaines choses ne se réparent pas, même en le souhaitant très fort. Elle n'a rien trouvé à répondre. Je doute qu'il existe une réponse. Le divorce a été prononcé 11 mois plus tard. Les preuves documentées de sa tromperie prolongée ont pesé dans le calcul de la pension alimentaire et le partage des biens. La maison a été vendue et j'ai obtenu un règlement équitable. Margaret avait vu juste. Gloria a effectivement dû se trouver une bonne avocate et je crois qu'elle en a trouvé une compétente. Je ne lui en veux pas pour ça. Aujourd'hui, je loue un appartement rue Dalhousie au 2e étage avec de grandes fenêtres, des planchers de bois franc et un petit balcon sur lequel trône une unique chaise, mais une excellente chaise. J'y savoure mon café chaque dimanche matin en regardant Brantford s'éveiller doucement et je ressens chaque fois une sensation qui me surprend encore. Je me sens bien. Ray est venu me visiter le premier dimanche où j'avais installé ma chaise. Il avait apporté un thermos de café et s'est installé sur une caisse renversée dénichée dans mon salon, sans jamais se plaindre. « Elle est bonne, ta chaise » a-t-il dit. « Je sais » ai-je répondu. « Ça va, toi? » J'ai vraiment réfléchi avant de répondre. « Oui, je crois que oui. »« Tu crois ou tu sais? » »« Je sais que oui. » Tant mieux. Il a versé le café. Nous sommes restés assis en silence pendant un bon moment, pendant que la lumière matinale glissait sur les toits selon cet angle particulier qu'elle ne prend qu'en automne, et j'ai pensé « Eh bien, me voilà. » Puis Ray a demandé « Tu vas finir par retraiter l'autre moitié de la terrasse à l'ancienne maison? » C'est le problème du nouveau propriétaire désormais, ai-je répliqué. C'est la remarque la plus saine que je t'ai jamais entendu faire. J'y travaille à... ai-je conclu.